Salut, j'espère que tu vas bien. On va voir dans cette vidéo, est-ce qu'il faut acheter cash ou à crédit? Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur les villes de Marseille, mais également en Île-de-France et à Bordeaux. Aujourd'hui, j'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé sur la stratégie de la location courte durée. Sur cette stratégie, j'ai près d'une quinzaine de biens que j'exploite à distance. Et à travers ces vidéos, j'essaie de te partager toutes les connaissances que j'ai accumulées depuis que je fais de l'investissement immobilier et les stratégies que j'ai mis en place pour y arriver. Donc je voulais qu'on voit ensemble dans cette vidéo, dans le cas où tu aurais éventuellement une épargne conséquente, est-ce qu'il est plus judicieux d'acheter comptant ton projet immobilier, ton futur bien, ou bien est-ce que tu ferais mieux de faire appel à un crédit immobilier tout simplement? Alors déjà, pour poser le cadre, soyons clairs, l'immobilier n'est pas réservé qu'à ceux qui ont de l'argent ou aux riches, c'est bien évidemment ouvert à tout le monde, il est possible de faire de très belles choses, même avec des petites situations. Encore faut-il avoir les bonnes connaissances pour y parvenir. Tout le monde peut le faire, peu importe sa situation. Mais forcément, avec un bon profil, tu t'en doutes, ce sera plus facile au début, mais il est tout de même possible de réaliser de très belles choses si tu n'as pas le profil idéal. Personnellement, quand j'ai commencé l'immobilier, je terminais mes études, je venais de lancer ma toute première activité, donc en fait j'étais à mon compte, et finalement j'ai quand même réussi à me créer un patrimoine intéressant. Bien évidemment, j'ai dû faire des sacrifices pour y parvenir, mais retiens, c'est très important, retiens que tout est possible. Alors un CDI et le salaire qui va avec, bien évidemment, c'est le saint graal pour débuter dans l'immobilier et pour ton futur partenaire bancaire, pour la banque. Ainsi, tous tes voyants sont au vert, mais avec une situation moins courante, moins stable, il est tout à fait possible de réaliser de belles choses. J'en suis l'exemple même. Finalement, c'est ta volonté de faire les choses et ta vitesse d'implémentation qui va faire la différence. Mais tu es peut-être finalement toi dans cette situation où tu as accumulé beaucoup d'épargne, ou bien peut-être que tu as hérité d'une certaine somme, peut-être 50, 100, 200 000 euros. Tu as un projet immobilier en tête et tu te demandes finalement, est-ce qu'il est plus judicieux d'acheter mon bien comptant ou de faire appel au crédit? Donc à travers cette vidéo, je vais t'aider à répondre à cette question. Premièrement, pose-toi la question de ce que tu vas accomplir, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux construire en immobilier. Si c'est uniquement l'achat de ta résidence principale, cela peut être une bonne idée de l'acheter comptant. Comme ça, finalement, ça n'impactera pas ta capacité d'endettement si tu souhaites par la suite faire des projets immobiliers. Même si personnellement, ce n'est pas ce que je ferais. Par contre, si c'est pour un projet locatif, faut savoir qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas, nous sommes dans une période qui est quand même très particulière et où le crédit actuellement ne coûte rien ou du moins pas grand-chose. Bon, depuis la crise sanitaire du Covid-19, les taux ont tendance à légèrement remonter, mais même avec cette hausse où on parle de 0,2, 0,3, 0,4% de hausse, ça ne représente vraiment pas grand chose sur le coût global de ton crédit. Actuellement, finalement, on a des taux autour de 1 à 1,5%. Le crédit finalement te coûte d'autant moins cher si tu fais de l'investissement locatif et que tu es au réel ou en société à l'IS, puisque tu vas pouvoir passer en charge tes taux d'intérêt, ton assurance et toutes les charges qui incombent à ton prêt et à ton bien. Donc finalement, en faisant une moyenne, tu retranches, tu économises en passant en charge tous les coûts de ton crédit, à peu près un tiers du coût global de ton crédit grâce à la fiscalité. Bon, je précise quand même que je n'aime pas trop cette mentalité de dire tu t'en fous, ça passe en charge. J'entends beaucoup autour de moi des entrepreneurs ou des personnes qui disent ce n'est pas grave si tu payes telle chose puisque ça passe en charge. Oui, certes ça passe en charge, certes c'est intéressant. Alors si tu ne connais pas un petit peu tous les rouages de la fiscalité, comment fonctionne le réel, comment fonctionne le microbit, comment fonctionne une société, il te manque peut-être des notions pour bien comprendre cela, mais si un jour tu t'y intéresses ou si un jour tu regardes mes autres vidéos ou les prochaines vidéos que je publierai, tu auras une vision un petit peu plus globale et pourquoi finalement ça reste intéressant de passer un maximum de charges, notamment en immobilier, puisque les premières années, ce qu'on cherche à faire en immobilier, c'est être déficitaire. Alors c'est déficitaire sur le papier, bien évidemment. Normalement, ce n'est jamais une bonne chose, mais si c'est bien réfléchi, si c'est bien fait, en immobilier en tout cas, ça peut être très intéressant. C'est-à-dire que tu peux être déficitaire, mais générer du cash flow. Et si tu génères du cash flow en étant déficitaire, eh bien finalement, tu gagnes de l'argent en n'étant pas du tout fiscalisé ou très peu. Donc je n'aime pas cette mentalité parce que le coût finalement reste quand même bien réel. Il faut bien évidemment payer tes intérêts bancaires, ton assurance, même si finalement ça permet de diminuer ton bénéfice qui est imposable à la fin. Donc ce que je viens de t'expliquer. Alors tu me diras peut-être, mais à quoi bon, j'ai l'argent, j'ai l'épargne, autant l'acheter comptant si j'ai de l'épargne, au moins j'aurai un loyer plein sans crédit à rembourser dessus. Alors en immobilier, et comme dans tout business derrière, la trésorerie, l'épargne, les liquidités disponibles sont le nerf de la guerre du business. Et dans une période actuellement où il n'a jamais été aussi facile et si peu cher de s'endetter, il serait vraiment dommage de s'en priver et de se diminuer
diminuer de cette trésorerie de guerre. D'ailleurs, finalement, c'est exactement la même réflexion, même si les taux étaient plus élevés. Bon, peut-être que la question se poserait si les taux étaient très élevés. Alors, qu'est-ce que j'entends des taux très élevés? C'est peut-être comme ce qu'on pouvait avoir à une certaine période du XXe siècle, avec des taux entre 7 et 10%. Là, peut-être que la question se poserait, il faudrait faire des calculs, mais même si les taux aujourd'hui remontent à 2, 3, voire un petit peu plus, il est toujours préférable de conserver une trésorerie, en tout cas un minimum, et de souscrire un crédit. Alors bien évidemment, ça rentre dans ton calcul. En tant qu'investisseur, tu prends en compte tous ces chiffres, tu prends le taux d'intérêt, le coût que va te coûter ton projet immobilier, et si tu as bien fait ton travail, tu peux savoir à l'avance si ton projet est toujours rentable ou s'il ne l'est plus. Mais voilà, je t'ai parlé de trésorerie de guerre, et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir l'épargne, la trésorerie, comme quelque chose de très précieux qui peut largement jouer dans la balance lorsque tu vas souscrire un crédit auprès de la banque. Si tu achètes un bien comptant et que tu souhaites le mettre en avant pour souscrire un crédit immobilier, la banque le prendra bien évidemment en considération, mais cela aura beaucoup moins de valeur que si tu lui présentes la même somme, le même montant en cash. Car pour elle, finalement, son but, c'est de s'assurer que tu peux la rembourser. Elle aimerait bien également récupérer cet argent pour la faire travailler pour son compte et également pour le tien. Et en cas de défaillance, eh bien finalement la liquidité, c'est beaucoup plus facilement saisissable qu'un bien immobilier. Un bien immobilier, même bien acheté, même dans un secteur très dynamique, reste forcément moins liquide que du cash, puisque du cash, tu le saisis, tu l'as tout de suite. Un bien immobilier, il faut quand même passer par une procédure de revente. Donc ces éléments font que pour la banque, 100 000 euros de patrimoine immobilier, en tout cas, n'a pas la même valeur que 100 000 euros de cash sur ton compte en banque. De plus, avoir de la liquidité et une épargne conséquente envoie une très bonne image de ton profil à ton partenaire bancaire. L'épargne finalement est un argument très puissant pour obtenir un crédit. Dans des situations un petit peu complexes, tu peux par exemple proposer, ou c'est ton partenaire qui te le proposera directement, de placer une partie en assurance vie par exemple, de nantir une autre partie pour apporter des garanties supplémentaires quant à la souscription de tes différents supports ou de tes crédits, et tout simplement montrer à la banque que tu es un bon épargnant, un bon gestionnaire avec des liquidités importantes. Finalement, ton épargne, si elle est suffisante, elle pourra même compenser ton profil s'il est un petit peu particulier, s'il n'est pas idéal pour la banque. Bon, tout cela c'est bien beau, mais il existe également deux derniers paramètres. En tant qu'investisseur, il faut que tu conserves ton épargne pour les gros coups. L'immobilier est un monde d'opportunistes. Tu seras amené à faire des choix rapides et radicaux face à une très bonne affaire. Et il faut que tu sois en capacité de mettre tous les arguments de ton côté, et le fait de pouvoir acheter comptant est un argument très important lorsque le futur vendeur va décider, par exemple, si vous êtes plusieurs sur l'opération et avec des offres au même prix, va décider à qui il va donner le bien. Si ton offre est sans condition suspensive d'obtention de prêt, bien évidemment, tu vas passer devant ceux, ou en tout cas, tu as de très grandes chances de passer devant ceux qui vont mettre une clause d'obtention de prêt. Également, acheter comptant est un très bon argument si tu souhaites faire une négociation un petit peu agressive du bien que tu vises. Mais attention, cette stratégie d'acheter comptant n'est pas réservée à tous les biens, à un bien, on va dire, standard. Alors, qu'est-ce que j'entends par un bien standard? C'est-à-dire un bien qui présenterait peut-être une rentabilité un petit peu supérieure à la moyenne du marché, mais qui n'est pas non plus extraordinaire. Je te conseille, en tant qu'investisseur, de réserver ton épargne à des opérations qu'on appelle un petit peu des coups de fusil, des opérations qui sont tellement belles par rapport au secteur où tu achètes que tu ne peux pas la laisser passer. Alors, si tu es seul sur l'opération, tu peux tenter un crédit, mais dans l'exemple où je t'ai donné, si jamais c'est vraiment un coup de fusil, une opération à saisir, il est rare que tu sois le premier, que tu sois le seul sur l'opération, et donc il faut vraiment que tu mettes en avant toutes tes possibilités si tu souhaites vraiment acheter ce bien. Donc tu l'auras compris, réserve des achats comptants si tu souhaites acheter des opérations très rentables, très intéressantes. Le dernier paramètre est peut-être l'un des plus importants, c'est le montant que tu seras capable de lever à la banque. De manière générale, avec une situation à peu près correcte, tu devrais être en mesure de lever, de t'endetter 10 fois l'épargne que tu possèdes. C'est ce que l'on appelle l'effet de levier dont je t'ai déjà parlé succinctement dans d'autres vidéos. C'est ta capacité à lever de la dette avec un minimum d'apport. Je m'explique. Si tu achètes un bien comptant, la banque prendra en compte le bien que tu as acheté dans ton calcul d'endettement, dans ton reste à vivre, dans ton patrimoine, avec bien évidemment une décote puisque tu auras un loyer en face et il faut que tu saches que la banque de manière générale prend en moyenne 70% du loyer. Et ensuite, t'accorderas certainement avec ton patrimoine, avec une situation à peu près stable, 1, 2, peut-être 3 crédits assez facilement. Et ensuite, ça commencera à se compliquer puisque tu commenceras à avoir un taux d'endettement élevé, tu te
te seras démuni de ton épargne, donc tu n'auras plus d'épargne, tu n'auras plus d'apport à mettre sur tes prochains projets pour encourager la banque à te suivre. Et des projets qui risquent de s'enchaîner si tu veux aller vite, ce qui augmente le risque d'un point de vue de ton partenaire financier. En admettant que tu aies 100 000 € d'épargne et que tu achètes un bien à 100 000 €, donc la totalité de ton épargne avec un salaire moyen, tu devrais réussir à emprunter autour de 300 000 € sans trop de mal et 500 000 € si tu t'y prends bien. Donc en prenant comme exemple un bien acheté 100 000 €, loué 1 000 € par mois, puis ensuite 4 biens achetés également 100 000 € par mois, mais cette fois à crédit et également loué 1 000 €. Donc je prends des chiffres très simples pour l'exemple et je prends pas la totalité du calcul, les charges de copropriété, la taxe foncière et tout. Là c'est vraiment pour donner un exemple simple. Donc tu arrives finalement à un cash flow de 3 000 € par mois avec tes 100 000 € d'épargne investie au départ et tes crédits. Puisque le premier bien acheté comptant, ça te fait 1 000 € par mois et les 4 suivants, tu les as achetés à crédit sur 20 ans. Ça te fait à peu près 500 € de mensualité par mois. Donc à chaque fois, tes 1 000 € par mois sont déduits des 500 € de crédit, donc il te reste 500 € de crédit par bien. Donc 4 fois 500, 2000, plus les 1000 €, ça te fait 3000 € de cash flow par mois. Alors tu me diras que c'est certainement énorme, avec 100 000 €, tu arrives à générer 3000 € de cash flow par mois. Oui, mais tu peux faire beaucoup mieux. Maintenant, si tu optes pour le fait de conserver ton épargne et de le distiller au fur et à mesure de tes investissements, tu pourras arriver jusqu'à 1 million d'euros d'encours, soit 2 fois. Puisque, comme je te l'ai dit, on a souvent un facteur de 10 par rapport à l'épargne dont on dispose en termes d'endettement. Alors 1 pour 10 te paraît peut-être énorme. Moi aussi, clairement au début, j'y croyais pas trop. Je me disais encore c'est de la théorie. Alors c'est vrai, c'est de la théorie, il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte. Ça va dépendre de tes connaissances, ça va dépendre de ta situation, de ta façon de présenter tes dossiers et également des partenaires bancaires à qui tu as affaire. Mais finalement, avec le recul, j'ai constaté que je n'étais vraiment pas loin à titre personnel de cette théorie de 1 pour 10. Donc 1 pour 10, c'est 100 000 € d'épargne, 1 million d'euros d'encours. Personnellement, si tu as regardé mes précédentes vidéos, tu le sais déjà, j'ai mis de l'épargne quasiment sur tous mes projets immobiliers. Alors le premier, c'est le seul, il a été acheté comptant. C'était un coup de fusil, comme j'ai pu t'en parler plus tôt dans la vidéo. Plus de 15% de rentabilité en location nue à l'année. Puis après, en moyenne, j'ai mis à peu près 10% d'apport sur mes crédits immobiliers, puisque ça me facilitait la tâche, en tout cas pour obtenir mes crédits. Donc finalement, au bout d'un an, j'ai réussi, alors que je te rappelle ma situation, je venais juste de lancer ma boîte, je n'avais pas de CDI, j'avais pas d'épargne faramineuse ou d'héritage. La première année, j'ai réussi à lever 420 000 € de crédit avec 40 000 € d'apport. Donc si tu fais calcul, tu te rends bien compte que le ratio de 1 pour 10 est bien là. Alors bien évidemment, comme je te l'ai dit, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Ta situation personnelle, ta capacité à présenter ton projet et à aller chercher un financement joue beaucoup également là-dedans. Mais comprends bien que l'épargne, le cash, a beaucoup plus de valeur pour la banque qu'un actif immobilier. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure pour faire la comparaison. Donc 100 000 € d'épargne. Tu distilles ces 100 000 € sur 10 projets immobiliers différents puisque on va respecter le rapport de 1 pour 10 en gardant les mêmes chiffres. Donc 10 000 € par projet pour lever 10 fois plus, donc pour lever 1 million d'euros au total. Loué comme dans l'exemple précédent 1 000 € par mois, donc ils auront chacun un crédit. Tu arrives finalement à un patrimoine d'1 million d'euros contre 500 000 € précédemment. Donc déjà là tu te rends compte que ton patrimoine a doublé. Et un cash flow si tu fais le calcul de 5 000 € par mois contre 3 000 € dans l'exemple précédent. Alors ça reste un exemple, il est peu probable que ça se passe exactement comme ça pour toi. Mais voilà, c'est vraiment pour illustrer, pour que tu comprennes la force finalement de l'effet de levier, de ce que tu peux faire en distillant finalement ton épargne si tu as une épargne conséquente sur de multiples projets plutôt que de tout investir dans un seul et même unique projet. Mais il faut bien que tu comprennes que cette épargne, cette trésorerie, tu peux l'optimiser et pas seulement l'utiliser en one shot dans un unique projet. Ça te permettra finalement d'aller beaucoup plus loin. Et surtout, plus que le cash flow, n'oublie pas, puisque là on parle finalement d'une différence de 2 000 € de cash flow entre les deux exemples, mais la différence finalement la plus importante et le patrimoine que tu te construis, puisque dans le premier, tu te construis un patrimoine, on va dire sur 20 ans, environ de 500 000 €, alors que dans le deuxième cas, sur 20 ans, sur la même période, la même durée, avec le même apport de départ, tu te construis un patrimoine 2 fois supérieur et c'est vraiment là que tu gagnes beaucoup d'argent. Pour finir, si tu as la possibilité d'avoir les deux, donc c'est-à-dire d'avoir du patrimoine remboursé et de l'épargne, et ben là je peux te le dire, c'est banco au niveau de tes partenaires financiers, ils vont te manger dans la main. Plus qu'un endettement, la banque avec le temps regardera plutôt ta capacité à surmonter les difficultés, ton reste à vivre, si tu es un bon gestionnaire ou non, et notamment l'épargne est un signe de bonne santé de ton activité et de tes qualités de gestionnaire.
Justement, ça tombe bien puisqu'on est exactement actuellement avec la crise du Covid-19 dans une période qui met à rude épreuve tes capacités d'être un bon gestionnaire et ton épargne de précaution, ton épargne de sécurité, ta trésorerie de guerre. Donc voilà, j'ai à peu près terminé sur le fait est-ce qu'il faut acheter cash ou à crédit. Tu l'auras compris, mon point de vue principal, c'est vraiment d'acheter à crédit, d'en profiter un maximum, de profiter au maximum de l'effet de levier qui permet finalement de décupler ton patrimoine par rapport à un achat comptant. Bien évidemment, c'est à prendre dans sa globalité. Moi, c'est ce que j'essaie de te présenter à travers mon profil, c'est que parfois, il est tout à fait possible même de mettre pas du tout d'apport sur des projets, ce qui peut être également intéressant. Quand tu as un profil idéal pour ton partenaire financier, c'est tout à fait possible, mais tu peux également opter quand tu as des profils un petit peu plus difficiles ou même classiques, mettre un petit peu d'apport plutôt que d'acheter un projet comptant. Et si tu souhaites par la suite développer ton patrimoine, tu risques d'être bloqué rapidement puisque comme tu l'auras compris à travers cette vidéo, l'épargne est vraiment le cash disponible est vraiment très important pour ton partenaire financier. C'est ce qu'il voit en premier. 100 000 euros de patrimoine remboursé n'ont pas la même valeur que 100 000 euros sur ton compte en banque, puisque les 100 000 euros sur ton compte en banque sont liquides, sont saisissables tout de suite, alors que ton patrimoine immobilier n'est pas aussi liquide que l'argent que tu pourrais avoir sur ton compte. Donc c'est pour ça que c'est un pouvoir plus important qu'un patrimoine remboursé. Et tu l'auras compris à travers les deux stratégies, les deux exemples que je t'ai donnés, que finalement le fait de distiller un petit peu ton épargne sur plusieurs projets, alors bien évidemment en conservant une épargne de précaution, puisque là c'était vraiment un exemple donné sur 100 000 euros d'épargne, ton patrimoine à la fin est beaucoup plus conséquent et beaucoup plus important. Et ça c'est un petit peu, c'est la magie de l'effet de levier. Donc pour récapituler rapidement les avantages et les inconvénients, quand tu fais un investissement cash, le principal avantage c'est que tu as des loyers pleins sans crédit tout de suite et immédiatement. Mais les inconvénients, tu déposes tout sur une seule opération, tu ne bénéficies pas de la déduction des intérêts et des éventuelles assurances que tu pourras souscrire sur ton prêt, alors qu'en immobilier, finalement, les premières années surtout, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est de créer du déficit. Alors ça passe aussi par des travaux, ça passe par beaucoup de choses, par les amortissements de ton bien, mais le fait d'acheter comptant, finalement, tu ne bénéficies pas de cette partie-là. Donc tu risques d'avoir finalement une fiscalité plus lourde. Et donc, comme je te l'ai dit juste avant ça, 100K en cash sur ton compte ont beaucoup plus de valeur que 100K de patrimoine. Donc finalement, tu dévalorises un petit peu ton épargne de 100 000 euros en achetant un bien comptant, en tout cas auprès de ton partenaire financier. Le fait de faire de l'investissement à crédit, alors les avantages et les inconvénients. Donc le principal inconvénient, c'est que tu vas avoir un crédit à rembourser sur une durée déterminée, mais tu vas pouvoir répartir finalement ton épargne sur différents biens comme dans l'exemple que je t'ai donné. Tu pourras acheter beaucoup plus d'appartements que si tu achètes comptant avec ton épargne, en restant sur le ratio de 1 pour 10, comme je te l'ai dit, donc 100 000 euros potentiellement en fonction de plusieurs paramètres bien évidemment, tu pourras réussir à lever jusqu'à 1 million d'euros. Moi, je t'ai montré que sur ma première année, j'avais réussi à tenir ce ratio. Et c'est un ratio finalement auquel même moi personnellement je n'y croyais pas, mais finalement quand je regarde l'état même actuel aujourd'hui de mes encours et des apports que j'ai mis dans mon projet, qui reste vrai. Même si bien évidemment ce n'est pas une réalité absolue. Cette épargne également ne la dilapide pas, ne la liquide pas en intégralité, conserve-en une partie, elle te permettra de te constituer ton épargne de sécurité pour faire face aux coups durs, comme la période que l'on est en train de traverser actuellement. Finalement, en mettant cette stratégie de crédit avec un petit peu d'apport distillé, à travers ces deux exemples, tu as vu que tu aurais au final plus de cash flow puisque tu auras un patrimoine plus conséquent, mais même s'il est à crédit, il te permet de générer plus de cash flow que le premier exemple où finalement tu achètes que ton premier bien comptant et tous les autres sont à crédit et tu es beaucoup plus vite limité par la banque parce que tu n'auras plus d'épargne à investir sur tes projets. Tu utilises ainsi l'effet de levier qui est, comme je te le rappelle, c'est ta capacité à mettre un minimum d'apport pour lever un maximum de dettes. Ça te permet finalement d'acheter du patrimoine immobilier avec l'argent de la banque. Et le dernier point, qui est très important en tout cas pour ton partenaire financier, c'est de lui montrer cette épargne, montrer que tu as une situation stable et solide et il te fera d'autant plus confiance. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu sur le sujet. Est-ce qu'il faut acheter comptant lorsqu'on a la possibilité ou acheter à crédit? Moi, tu auras compris, mon avis est tranché, il faut acheter à crédit. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et actionne la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Si tu as des questions également, n'hésite pas à me les poser juste en dessous, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram en cherchant Florent Richard ou sur Facebook Florent RCD.